si je veux être la conjointe que je veux être, si je veux être la personne que je veux être, ben il faut que j'aie des limites avec les gens. Il faut que je sois capable de dire non. Il faut que j'ai un amour-propre et un respect envers moi-même pour pas tolérer certains comportements aussi. Je me suis écoutée, puis je suis fière de l'avoir fait parce que sinon je serais ultra malheureuse, puis mon rétablissement, il serait pas aussi bien non plus parce que c'est vraiment important que j'aie mis cette limite-là avec pas juste cette personne-là, avec plein de gens. Hein. Puis de pas tolérer, ben, ça veut dire d'être capable de faire ces grosses décisions-là. Fait que bravo pour ça, pour tout ton parcours aussi de rétablissement. Il y a eu beaucoup de... Bienvenue à la série Histoire de père sur le Light Up Podcast où on personnalise et on déstigmatise la santé mentale à chaque épisode avec un invité impliqué dans le monde de la paraidance. Tu veux en savoir plus sur ce beau métier en émergence? Visite le site web de mon partenaire Paraidance Québec, sans qui cette initiative n'aurait pas été possible. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue à la série Histoire de père où on discute des histoires de rétablissement de pères aidants, de pères aidants en devenir. Ce sont des histoires qui contribuent en fait à arrêter l'isolement, la stigmatisation, permettre aussi à des personnes qui peut-être sont pas prêts à aller chercher de l'aide tout de suite, mais des fois écouter un vidéo, écouter un podcast, ça peut être un pas vers l'avant qui est accessible pour eux. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'être en collaboration avec Paraidance Québec pour vous présenter cette série-là, Histoire de père sur le Light Up Podcast. Aujourd'hui, on a Jennifer Lapierre-Jean qui est avec moi et qui nous fait l'honneur, en fait, parce que c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Quelqu'un qui nous parle de son histoire, d'un sujet quand même tabou, son parcours en santé mentale. Et donc, merci Jennifer d'être là avec nous. Merci à toi, Tamara. Ben, avec grand plaisir. Moi, quand tu as dit que tu étais partante de partager ton histoire, j'étais vraiment contente parce que, en fait, on a beaucoup de choses en commun, le yoga, la méditation. C'est clair que les deux, on a on a beaucoup d'affinités à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte d'avoir cette conversation-là enfin avec toi. Puis, on se connaît de notre programme Mentorat pour pères aidants à l'Université de Montréal. On a commencé ensemble en septembre 2023. Et on a dédié pratiquement tous nos samedis depuis. Là, on enregistre ça à la fin du mois de juin 2024. Pratiquement tous nos samedis à s'outiller pour pouvoir aider les autres avec nos propres histoires de rétablissement. Alors, c'est quand même une dévotion, quand même un travail qu'on met là-dedans depuis longtemps. Puis, on est rendu à faire nos stages cet été. Donc, merci d'avoir pris de ton temps. Tu es quand même assez occupé aussi. Alors, parle-nous un petit peu de toi, de qui tu es comme personne avant qu'on rentre dans tout ce qui est rétablissement. Là. Qui es-tu, Jennifer? Ben, dans le fond, moi, c'est sûr que à la base, ben, je suis une femme, hein, donc une femme qui est pas juste une femme, maman de deux jeunes cocottes, là, une de 9 ans, une de 11 ans, conjointe aussi depuis 15 ans. Je suis une personne qui a vraiment, vraiment beaucoup d'intérêt dans la vie. Tu sais, je me suis cherchée longtemps, mais au bout du compte, j'avais une ligne directrice, puis je l'ai suivie. Ça m'a amené à faire un programme là, pour enseigner le yoga, la méditation et la pleine conscience aux enfants l'année dernière. Donc, ça m'a permis d'ouvrir ma propre entreprise, une petite entreprise du nom Le Coffret des Trésors de Jennifer, qui me tient vraiment à cœur. J'aurais pu être travailleur autonome puis rester un peu dans l'ombre, mais j'avais vraiment des idées vraiment de grandeur, plus visionnaire. Donc, j'ai vraiment voulu faire un logo avec ma personnalité dedans, mes valeurs et ma mission. C'est ça. Fait que j'ai commencé ça l'année passée. Puis, c'est ça, j'ai toujours été leader aussi dans la vie. L'enseignement, c'est quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. Puis, à travers le yoga, la méditation, la pleine conscience et la paraidance, ça vient un peu se rejoindre. Donc, j'ai comme un peu mis tout le paquet de ce que j'aime vers le même chemin, peut-être que je pourrais dire. Là. Mais c'est ça, la paraidance, elle s'inscrit dans le yoga, la méditation, la pleine conscience et inversement, là, les deux, ça va bien ensemble. Puis Tamara le fait aussi. Donc, c'est ça. Moi, c'est plus avec les enfants là, pour le moment. Mais c'est quelque chose, j'implique beaucoup aussi les parents.
Puis, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'intérêt, comme je disais, là, ça peut être, on passe de la lecture, l'écriture, la danse, la musique. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de joie de vivre, donc voilà. Wow, ben c'est dur de se décrire vraiment toute notre personne, mais je pense que tu as fait un beau tour de tout ça. Puis comme je disais, on dirait que tu me décris moi des fois. J'ai voulu avoir ce qu'on appelle un personal brand, là, une marque personnelle, de rassembler tous les morceaux en fait de notre cheminement pour créer quelque chose de tellement unique qu'on n'a pas le choix de juste lui donner notre nom parce que parce que sinon, ça rentre pas dans une boîte X, puis finalement, on se retrouve à l'intersection de plein de disciplines, puis c'est ça qui rend notre offre, qu'il y a tellement de valeur, puis qui va être tellement unique et modulable, si on veut, avec nos différentes expériences, que voilà, moi, je me retrouve, je suis moins dans l'enfance, mais je me retrouve à l'intersection du travail, de la spiritualité, / yoga, méditation, et de travail, spiritualité et santé mentale. Donc, moi aussi, c'est ça. C'est comme un mix de toutes sortes de choses qui font que la constante dans tout ça, ben, c'est moi. Puis donc, on se retrouve à être travailleuse autonome et de vouloir partager ça. Puis, on se rejoint aussi sur l'enfance. Mon stage cet été, ça va être en pédopsychiatrie. Donc, j'ai hâte de voir comment j'aime ça. Et tu pourras peut-être m'aider et me coacher au travail. On verra quand je commence. C'est sûr que Alors, oui. ouais. Alors, ceci dit, qu'est-ce qui t'a emmené vraiment sur le parcours de la parole aidance? Il faut avoir un cheminement, un parcours de rétablissement en santé chronique ou en santé mentale. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené sur ce chemin-là? Est-ce que tu es prête à nous dévoiler? Mais dans le fond, moi, je suis suivie dans le fond, à l'hôpital depuis 2015 suite à 2 psychoses. La première étant une attaque de panique, selon moi, c'était vraiment ça, puis c'était pas dans ma tête là, que c'était pas être une psychose. Là. Ça faisait pas partie de ce que je savais, de ce que je connaissais. Puis finalement, ben, avec des antidépresseurs, ça n'a pas réglé mon problème, cette attaque de panique-là. Qui m'a mené vraiment à une psychose qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Puis ça a fait en sorte que, ben, en 2015, j'ai eu mon premier diagnostic en santé mentale. Puis après ça, ben, j'ai eu un super de bon suivi, des hauts et des bas avec le travail, retour aux études, tout ça, c'était pas évident. J'avais déjà un peu joué au yo-yo, comme on dit, là, avec tous les programmes que j'avais essayés. J'essayais des choses, puis je faisais trop d'anxiété, trop de panique que je lâchais. Puis à chaque fois, ben là, j'étais fâchée parce que j'abandonnais toujours ce que je commençais. Puis pourtant, dans ma vie d'avant, là, j'abandonnais jamais, là. J'allais toujours au bout des choses. Fait que ça m'a beaucoup re-questionnée. Puis j'ai été chanceuse parce que dans mon parcours de suivi à l'hôpital, j'ai eu la chance de voir une conseillère d'orientation en santé mentale. Donc, quelque chose que je ne savais pas qui existait. Et puis, elle a vraiment cru en moi. C'est grâce à cette femme extraordinaire que j'ai réussi à avoir un peu plus confiance en moi, meilleure estime de moi, puis apprendre à m'affirmer aussi. C'est vraiment elle qui m'a aidée, là. J'ai vécu des choses difficiles avec une certaine personne, puis j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à m'affirmer, à reprendre mon pouvoir que j'avais sur moi-même. Puis c'est cette personne-là qui a sorti un peu de son cadre professionnel pour m'aider justement à faire ces prises de conscience-là. Puis par le fait même, ben c'est elle qui m'a parlé de la paraidance. Puis pour être paraidant, ben c'est important d'avoir quand même commencer un certain travail au niveau de son propre rétablissement parce que le but, c'est d'incarner l'espoir, puis c'est de montrer qu'on y est arrivé. Puis en montrant qu'on y est arrivé, ben on donne l'espoir aux autres de peut-être faire ce chemin-là aussi. Puis chaque chemin est unique. C'est vraiment important ça, de s'en rappeler. C'est pas parce que moi je l'ai fait d'une certaine manière que les gens vont le faire comme moi. Il y a 1 million de possibilités de comment on peut faire ça, le rétablissement, mais aussi, il y a beaucoup de ressemblances entre les personnes malgré les diagnostics. Donc, ce qui fait que on peut facilement arriver à quand même se comprendre, trouver des trucs qui sont semblables, puis se retrouver à travers les symptômes qu'on peut vivre, même le fonctionnement quotidien. Le diagnostic, c'est pas ce qui est le plus important au bout du compte.
Puis c'est ça. Moi, je voulais vraiment amener une contribution là, au monde, justement, en santé mentale. Puis quand j'ai vu la formation, moi, ben c'était 3 semaines dans un endroit où est-ce que tu es hébergé, nourri, mais j'avais pas envie de partir 3 semaines, être privée de mes enfants, mon conjoint pendant 3 semaines, c'était pas vraiment possible. Je dis pas qu'aujourd'hui, je le ferais pas, mais à ce moment-là, j'étais pas prête à quitter la maison du tout. Puis finalement, ben j'ai trouvé la formation montréalaise de microprogramme en santé mentale, mentorat par aidant, qui, lui, se donne en Zoom. Donc, c'est vraiment plus pratique. Puis aussi, ben de la façon que maintenant j'apprends, parce qu'on avec le temps, avec la médication, tout ça, on finit que notre cerveau ne fonctionne pas nécessairement de la même manière que v'là des années. Donc là, ce qui a fait en sorte que j'apprends plus nécessairement de la même manière qu'avant. Avant, j'étais plus auditive. Maintenant, il faut vraiment que je vois dans le concret qu'est-ce qui se passe, être vraiment encadrée plus qu'avant. J'ai eu beaucoup de troubles de concentration, donc la formation en ligne, c'était une belle alternative. Puis j'adore ça, l'université. Fait que c'était comme une façon de un peu boucler la boucle là, avec tout mon parcours qui était difficile là, pour me rendre là. Mais au bout du compte, c'est ça. Au départ, c'est pas ça qui était prévu, mais finalement, c'est la plus belle chose, je pense, qui arrive. Là. J'ai comme vraiment les deux études que j'ai faites en dernier, j'ai bien réussi, puis ça m'a juste redonné la confiance encore plus, me découvrir, puis prendre vraiment action sur ma destinée. Là. Vraiment. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand tu mentionnes que, tu sais, peu importe le diagnostic, on a tous un peu des leçons apprises qui sont semblables, puis tout ça, puis on le voit vraiment dans notre groupe à l'université. Tu sais, puis c'est ça qui est beau, c'est que toi, tu amènes ta perspective, moi, j'amène la mienne, puis on dirait que, puis là, le programme universitaire ne prétend aucune valeur thérapeutique, là, mais c'est mon expérience, en tout cas, qu'on est tous, le rétablissement, c'est un chemin continu. Là. Donc, tu sais, on a fait assez de chemin pour se dire, OK, je suis assez solide pour aider les autres, mais on est encore là-dessus, puis c'est ça je trouve que ça contribue, en fait, de voir, OK, il y en a d'autres qui ont vécu ça, OK, on n'a pas le même diagnostic qu'on a eu, on n'a pas eu le même type de crise. Mais Colin, ça me fait du bien d'entendre d'autres gens qui ont eu des expériences similaires, dont toi. Il y a plusieurs choses que tu as nommées en cours qui ont vraiment contribué à ce que je me questionne, puis que ça a fait progresser, en fait, mon cheminement sur le rétablissement. Donc, je trouve ça intéressant parce que c'est comme un groupe de soutien, mais quand on est rendu avec plus de recul, dans le fond, donc c'est super intéressant ce que tu mentionnais là. Puis j'ai aussi tiqué, on va dire, sur le terme conseillère en orientation en santé mentale. Mhm. Donc, elle, est-ce que c'est qu'elle oriente ta santé mentale ou est-ce que elle est orientation professionnelle, mais elle a une certaine formation en santé mentale pour venir informer sa pratique? Peux-tu nous en dire un tout petit peu plus sur cette personne-là qui a eu quand même un impact important sur ton rétablissement? Oui, ben effectivement, là, c'est dans le fond, c'est qu'elle m'a aidé à me réorienter comme n'importe quel orienteur. La différence, c'est qu'elle est sensibilisée à la santé mentale. Elle a cette formation-là, justement, en santé mentale, qui fait que ben c'est plus facile pour, mettons, pour quelqu'un qui vit des difficultés de retourner aux études ou de retourner au travail parce qu'elle le sait, c'est quoi les enjeux de retour au travail avec la stigmatisation, avec tout ce qui se passe. Puis, grâce à elle, j'ai eu aussi un autre programme qui est SR2, puis c'est la conseillère en emploi et c'est une agente d'intégration au travail que j'ai eue. C'était dans mon même milieu de travail que j'étais toute ma vie. Mais au niveau de l'emploi, il y avait beaucoup de stigmatisation. Donc, l'agent d'intégration, elle, est allée faire un bout de chemin sur l'enseignement de la santé mentale dans le milieu de travail. Fait que puis aussi, ben, c'est ça, en ayant les connaissances en santé mentale, ben, ça m'a aidé aussi à moi prendre les décisions, à refaire des demandes pour retourner aux études, pour faire des recherches d'emploi. Mais j'avais besoin comme un soutien de quelqu'un, là. Tu sais, j'étais pas en mesure de le faire par moi-même à ce moment-là. J'avais vraiment besoin d'aide. Puis, elle a été vraiment merveilleuse pour ça parce que je pense que je serais peut-être même pas retournée là, travailler ou les études même.
je serais peut-être pas retournée tout de suite, en tout cas. Ça a été vraiment aidant. Merveilleux. C'est ça, parce que je savais pas que ça existait. En fait, tu sais, je me disais, ben, il y en a peut-être qui ont plus le tour avec les gens, mais ils peuvent avoir une certaine certification, une certaine éducation par rapport à la santé mentale. Puis c'est clair que, comme on le sait, là, toi et moi, la santé mentale, c'est la santé, donc ça vient impacter toutes les sphères de nos vies, dont le travail. Puis SR2 qui vient combiner ça avec un agent, tu as dit agent d'intégration, je prends des notes Oui, au fur et à c'est mesure. ça. Je vais être sûre d'avoir les bons termes. Agent d'intégration qui vient t'aider à te réintégrer dans le milieu de travail, parce que là, toi, tu as fait du travail sur toi, puis en rentrant sur le milieu de travail, c'est sûr que nous aussi, on va avoir certaines sensibilités qu'on n'avait peut-être pas avant. T'sais, après avoir vécu tout ce qu'on a vécu, on revient dans le même milieu. Fait qu'il faut se réadapter, nous, mais aussi le milieu pour faire ce morceau-là de chemin. Puis tu as nommé la stigmatisation aussi. Il y avait un autre terme que tu as mentionné pendant qu'on se parlait en prévision de cet épisode, puis c'était beaucoup sur l'émancipation. Donc, entre la stigmatisation puis l'émancipation, c'est quoi ton parcours avec ça, avec ce terme-là que je vais te laisser nous éclairer un petit peu plus sur ce que ça veut dire pour toi? Ben, en fait, c'est sûr que, comme j'ai dit, là, cette personne-là qui m'a accompagnée m'a vraiment propulsée vers quelque chose que je pensais, en fait, inaccessible. Parce que moi, à l'hôpital, je pensais vraiment que j'étais en train de mourir, puis je pensais que c'était fini, là. Je ne croyais plus en la vie, là. C'était fini pour moi. Puis, j'ai quand même des enfants qui m'ont... Ça a été c'est ça qui m'a gardé en vie, finalement. C'est sûr que c'était pas nécessairement des idées suicidaires, mettons, que j'aurais passé à l'acte, là, mais c'est vraiment des pensées noires parce que l'effet de la médication, quand t'es over-médicamenté, puis le corps, il le prend pas bien, tu te sens vraiment pas bien. Fait que moi, j'étais vraiment dans ces sensations-là, vraiment désagréables. Puis, il a fallu que je remonte la pente. Donc, il y a eu mes enfants, mon conjoint qui m'ont tiré vers le haut. J'ai eu cette personne-là, conseillère d'orientation en santé mentale, mon ergothérapeute, ma psychiatre. C'est vraiment, j'avais pas la famille vraiment qui me j'avais pas vraiment le support de ma famille. Ça a été beaucoup mal perçu. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, que ça a été beaucoup, ben, c'était dans ta tête, ça n'existe pas, puis c'est ton monde imaginaire, puis c'est toi qui t'imagines ça, c'est pas vrai, là. Puis il y a beaucoup de choses dans mon parcours que finalement, c'était vraiment la vérité avec du recul, avec les thérapies, tout ça. Fait que je n'avais pas ce soutien-là que j'avais besoin pour moi. Fait qu'il a fallu que je sois vraiment ultra autodéterminée pour justement dire, ben non, moi, c'est pas ça que je veux fonctionner. Puis ça a pris du temps, là, entre 2015 puis aujourd'hui. Mettons 2015, 2021 peut-être, là, même, ouais, 2019, on va dire, plutôt. 2015 à 2019, j'ai eu 30 ans en 2019, puis ces 5 années-là, ça a été ultra difficile, mais j'étais allée chercher des outils à gauche, à droite de développement personnel, de yoga, de danse, de plein de trucs, qui fait que j'ai continué de persévérer aussi avec les études, même si j'ai fini par lâcher. C'était une décision que j'avais prise moi-même là, en adaptation scolaire. En 2016-2017, j'avais fait 1 an et demi, puis j'ai lâché par moi-même parce que je me voyais pas faire ce travail-là si exigeant, même si j'étais passionnée d'enseignement, c'était trop exigeant, puis avec les capacités que j'avais, c'était pas réaliste. Que j'ai continué quand même de persévérer, de retourner sur le marché du travail pour finalement que mon conjoint achète un restaurant qui nous a un peu tombé sur la tête du ciel, comme un peu par magie, qui nous a apporté son lot de difficultés, mais aussi de belles choses. Puis ça m'a permis à moi de reprendre mon leadership, reprendre ma confiance en moi. Puis là, je pouvais gérer une équipe. Je faisais des actions pour sauver le restaurant, puis c'était toujours quelque chose qui m'allumait. Gérer une équipe, gérer la comptabilité, la gestion, c'était vraiment dans mes cordes. Puis en même temps, c'était quelque chose que mon conjoint il aurait aimé avoir. Puis moi aussi, quand on était au début de notre couple, on en parlait un peu qu'on voulait un restaurant. Finalement, la pandémie a un peu tout saccagé, mais on a mis les pieds dedans. Puis ça m'a vraiment réveillée. À 30 ans, ça fait comme wow, OK, là, je veux dire, je suis une personne et
une personne extraordinaire. Je suis pas juste une personne malade. Fait que ça m'a vraiment aidé à me propulser. Puis ensuite, ben c'est ça, j'ai fait ma formation, mes 2 formations, puis c'est ça. De plus en plus, je deviens une meilleure personne, puis pour moi, c'est important d'être lumineuse, puis de vraiment de montrer ma lumière, ma puissance que j'ai à l'intérieur de moi, parce que j'ai été très, très, très fragile, très vulnérable, puis là, aujourd'hui, je veux vraiment passer par-dessus ça, puis même que je me suis inscrite dans un programme vraiment hot avec du développement personnel, avec plein de paillettes. Fait que je suis plus à la même place, là. Je vis mes difficultés encore, mais sont plus faciles des fois à remonter ou sont aussi difficiles, mais j'y arrive quand même parce que j'ai accumulé de l'expérience, puis de la force, du courage, de la résilience, que je tiens debout. Tout à fait. C'est pas parce qu'on est en rétablissement que tout devient magiquement parfait, mais on se sent de plus en plus outillé. Puis le fait d'avoir traversé ça, ben, c'est sûr qu'on a développé nos outils, mais aussi, comme tu dis, c'est ça, cette émancipation-là, il y a une partie d'avoir confiance en ton propre jugement, de ne pas penser que c'est juste dans ta tête, toutes ces choses-là qui vont te donner une espèce de... Non, je vis ça, je suis une experte de mon propre vécu, comme personne ne peut m'enlever ça, et de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. À force d'essayer des affaires, là, tu m'as parlé de toutes sortes de choses, c'est allé explorer dans tous les raccoins. Je veux dire, à un moment donné, c'est dur que quelqu'un te convainque qu'il sait mieux que toi, qu'est-ce qui va être bon pour toi. Là. Ben, c'est ça, c'est de l'essai-erreur, puis en même temps, c'est ça, tu sais, qui sait mieux que moi-même qu'est-ce que je suis capable d'affronter ou de réaliser, puis je pense que, tu sais, en termes de détermination, je pense que je peux être un très bon modèle pour beaucoup de gens, là. Oui, ouais, puis aussi, tu as mentionné d'avoir arrêté tes études, mais c'était pas, tu le voyais pas comme un échec. En fait, c'est j'ai choisi, c'est autodéterminé comme choix, de pas aller dans cette direction-là parce que moi, je savais que c'était pas pour moi, versus de dire, parce que moi, j'ai fait un arrêt de travail, j'allais dans une direction, puis c'était pas nécessairement autodéterminé au départ, c'était vraiment, j'essayais d'avancer dans une direction qui était pas pour moi parce que je voulais vouloir ça. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je voulais vouloir la job stable avec le fonds de Mhm. pension, puis tu sais, je voulais ça, mais dans un environnement qui bouge, puis tu sais, là, je me suis retrouvée dans le corpo, puis il y avait des parties de ça que j'aimais beaucoup. Malheureusement, c'était pas, il y avait une dissonance qui était impossible à ignorer, surtout après mon parcours en méditation puis en pleine conscience, puis on va élaborer là-dessus un petit peu, mais le plus qu'on apprend à se connaître, le plus que ça devient difficile d'être dans le déni. Puis je pense que il y avait ça aussi. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, je sais que je suis pas dans la bonne direction, mais je suis pas game de m'en sortir parce que j'étais pas, mon ego était pas encore prêt à juste faire comme, c'est pas pour moi, je vais passer à autre chose. C'était vraiment comme, fallait que je fasse des migraines pour arrêter de travailler. C'est ça qui s'est passé. Puis Ben, au final, c'est ça. c'est nos histoires, puis on est plus Oui. fortes et on aime nos histoires au final. Comme tu disais, tu l'as dit, là, c'est beau, puis je suis contente. Ben, c'est ça, mais tu sais, ça a commencé, c'est sûr, même l'enfance puis l'adolescence, mais tu sais, j'étais dans le programme Sciences Nature au Cégep. Puis c'était physique, chimie, euh, l'autre c'est voyons, biologie. Chimie, physique, biologie dans ma 2e année de DEC. Puis moi, je voulais être architecte, comptable, avocate. Je voulais tout faire finalement. Tu sais, je voulais faire même la police scientifique. Là, j'étais comme à ce point-là. Puis tu sais, en fait, qu'est-ce qui m'a touchée, je pense, c'est si je fais un lien par rapport à toi, Tamara, justement, c'est ça, c'est que ça a commencé un peu comme ça l'a comme explosé dans ma tête. J'avais trop de pression, c'était trop difficile, puis je suis arrivée à un examen, puis paf, j'ai coulé le premier examen de ma vie, puis après ça, je suis tombée malade, pas mentalement, mais physiquement, puis là, tout s'est comme écroulé. Puis j'ai vraiment fait un blackout, là. Fait que je peux dire qu'à quelque part que j'ai un peu vécu ça aussi, un genre de burn-out, parce que là, j'en faisais trop.
puis je travaillais à travers de ça, je sortais d'un club, j'avais du plaisir avec mes amis, on sortait tard, on rentrait de bonne heure le matin, j'allais travailler. Tu sais, à un moment donné, on est comme dans cette boucle-là, fait que c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Puis quand on est dedans, je pense qu'on s'en rend comme pas compte non plus, là. Fait que c'est beau de nous voir les deux. Tu sais, aujourd'hui, on a comme réalisé qu'est-ce qui était nos limites, puis qu'est-ce qu'on n'acceptera plus après, là. Absolument. Puis, tu sais, fallait passer par là pour savoir nos limites. Tant qu'on l'atteint pas, la limite, c'est un concept très flou, là. Donc, juste d'avoir clarifié ça pour soi-même, c'est vraiment un cadeau qu'on peut se faire. Puis c'est ça, c'est l'apprentissage, l'école de la vie. Puis ça m'amène justement à la pleine conscience, puis à la méditation, puis apprendre à se connaître. Ça a été quoi, toi, ton parcours avec la méditation? Quand est-ce que c'est rentré dans ta vie? Est-ce que tu trouvais ça un petit peu wou-wou au départ, ou tu as toujours été ouverte à ça, puis ça t'as peut-être grandi avec ça? Je suis curieuse de savoir. Ben, en fait, j'ai commencé à faire du yoga au gym, là. C'était pas un environnement nécessairement zen. C'était des cours de groupe, puis c'était plus c'était pas compétitif, là, mais c'était de la performance, là. C'était comme si t'es pas capable de faire la posture, tu sais, tu te sentais un peu mal, tu sais, par rapport aux autres. Puis, à un moment donné, quelques années plus tard, j'ai commencé à faire du yoga avec une prof qui est vraiment extraordinaire. Puis, il y avait beaucoup d'aspects méditation dans ses cours. Puis, elle ramenait toujours la phrase tout est toujours parfait. Puis, tu sais, j'avais comme l'espace pour si je veux juste venir me coucher puis respirer, ben, j'étais pas obligée de faire les postures. Puis, c'était toujours dans respecter son corps, puis si j'y arrive pas une journée, c'est pas grave, adapter. Puis j'ai commencé vraiment à adapter mes positions, mes postures, puis aussi travailler la respiration parce que c'est quelque chose que j'avais comme un peu perdu avec le temps. C'est une orthothérapeute à un moment donné qui me dit tu respires pas bien. Fait que c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à faire du yoga, même si c'était pas au départ le meilleur endroit, mais c'est quand même là que j'avais commencé à mieux respirer. Puis avec ma prof qui, elle, est vraiment 100% dans la méditation, la pleine conscience, puis qui m'a vraiment apporté beaucoup, même du support émotionnel. Elle était toujours présente pour moi, elle m'écoutait. Fait que ça a comme rentré dans ma vie. Puis là, après ça, ben, elle connaît beaucoup des gens dans ce domaine-là. Donc, par son intermédiaire, j'ai eu une autre prof qui était beaucoup dans le même sens, qui avait les mêmes valeurs que j'ai beaucoup aimé aussi. Puis elle a dû quitter à un moment donné pour déménager à Québec. Puis j'avais bien de la peine, mais finalement, elle m'avait référé à la prof de méditation qui, elle, a fait des miracles avec moi. C'est en 2022 que j'ai commencé à peu près en octobre. Puis à ce moment-là, il y avait quelque chose qui se passait dans ma vie par rapport à mes enfants, puis par rapport à moi. Puis ça a un lien avec la maladie aussi. Je vivais quelque chose de difficile, puis j'ai été chanceuse parce qu'il y avait plus de place dans le groupe, puis finalement, elle m'a écrit pour me dire, ben il y a une place pour toi. J'ai rajouté une chaise, ça me disait de rajouter une chaise. Puis elle a dit, je comprenais pas. Jusqu'à temps qu'elle comprenne qu'il fallait que j'intègre le groupe parce que j'en avais besoin. Puis là, je suis vraiment tombée dans l'univers de la spiritualité encore plus. Et moi, j'avais vraiment envie de vivre ça, mais je connaissais pas des gens comme ça. Fait que c'était dur un peu de rentrer dans ce monde-là quand tu connais pas personne, puis quand les gens autour de toi sont plus catholiques, puis que c'est comme... Moi, je croyais plus vraiment à ça, là. Moi, j'ai aucun problème avec les religions. Je veux dire, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut, mais moi, j'y croyais plus à ça, à ce qu'on m'a montré depuis l'enfance. J'avais beaucoup Bouddha comme inspiration du cours de philosophie au cégep. Puis, c'est ça, avec ma prof de méditation, ça m'a propulsé, puis j'ai super évolué par rapport à moi-même. J'ai un peu détaché le développement personnel parce que j'en lisais beaucoup trop, mais je mettais peu en application et c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je vais lire des choses qui me font plaisir, puis je vais lire une fois de temps en temps du développement personnel, mais la méditation, c'est une forme de développement personnel. Donc, pour moi, ça a été vraiment une bonne porte.
Puis ça m'a vraiment amené aussi à m'inscrire à la formation pour le yoga pour enfants. Puis, c'est vraiment après ça, tout mon chemin, c'est comme fait. Tout a suivi, là. Fait que ça m'a vraiment amené là. Puis aujourd'hui, je suis plus connectée à des gens comme ça aussi dans mon entourage, dans mon environnement. Puis c'est beaucoup plus fun. Mais tu sais, c'est ça. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui est méga important aujourd'hui, que je vais transmettre par l'appareil danse, par l'enseignement du yoga, méditation de pleine conscience. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ne croient pas nécessairement à ça. Fait que je vais toujours respecter ça. Si les gens ne sont pas à l'aise avec ça, je ne vais pas aborder ça. Mais je vais quand même amener la pleine conscience d'une autre façon, plus concrète, sans nécessairement entrer dans la spiritualité. Mais pour moi, c'est important. Puis si les gens sont ouverts à ça, ben je vais ouvrir la porte avec les bras grands ouverts pour partager ça. Ouais, c'est comme le rétablissement selon où tu es rendu, puis c'est pas linéaire, la spiritualité, c'est vraiment pas linéaire. Des fois, on s'éloigne plus de ça, des fois, on revient dedans, puis après ça, des fois, on peut partir sur toutes sortes de tangentes, là, c'est un monde en soi. Mais au final, c'est ça, c'est d'être capable de s'adapter à où la personne est, quel genre de vocabulaire qui va résonner avec elle. Puis le yoga, c'est intéressant parce que tu mentionnes que le yoga, toi, c'était la porte d'entrée vers ça, tu sais, puis moi aussi, c'est la même chose. Je commençais avec un workout. Je pensais que c'était un sport de ma tante. Je m'excuse d'avoir pensé ça, mais c'est la vérité. Et donc, je suis allée avec ma tante et ma mère dans un studio de yoga de mon cousin. Puis pour moi, c'était un workout. Le studio était quand même vraiment bien. Puis, tu sais, je comprenais pas toujours, à la fin de beaucoup de pratiques de yoga, on a la posture du cadavre, Shavasana. Mm-hmm. Je comprenais pas trop le but, mais en même temps, j'aimais ça baigner dans mes endorphines après sport, tu sais, d'être comme couché sur le dos pendant 10 minutes. Mais je comprenais pas toute la valeur que ça avait de faire ça. Même que je pouvais penser que comme là, je paye pour ça, tu sais, je paye pour me coucher sur le dos. Tu sais, j'aurais aimé ça qu'on continue avec les mouvements parce que là, sinon, c'est 45 minutes de cours au lieu d'1 heure, non? Mm-hmm. Non. Maintenant, je comprends. Mais il y a eu un bon Shavasana qui m'a frappé un jour et qui m'a fait comprendre la méditation, tu sais, ça a comme intrigué. Ça a été long avant que vraiment j'aille explorer le parcours de la méditation. Mais plusieurs années plus tard, j'ai commencé avec Headspace parce qu'il fallait vraiment pas qu'on me parle d'ange, puis de chakra, puis de quoi que ce soit, là. Ça a commencé Headspace, vraiment observer la méditation, la respiration, pardon. Puis j'ai commencé avec ça, un petit 5 minutes. Ça, j'étais assez dans le yoga pour comprendre. J'avais quand même eu quelques petites bases pour dire je commencerai pas avec 1 heure. Là. C'est la meilleure façon de plus jamais vouloir faire ça après. Mais commencer avec des petits 5 minutes ici et là, puis là, ça m'a emmené sur ce chemin-là. Puis à force d'introspection, on découvre des choses sur soi. Puis là, c'est là que la quête de sens, la spiritualité peut reprendre une place. Moi aussi, j'ai grandi dans une famille catholique. Je suis même allée à l'église. C'est pas très commun avec mes amis, d'où je viens, d'avoir été à l'église à tous les dimanches jusqu'à 14 ans. Et puis, puis tu sais, il y en a pour qui c'est ça qui va les aider, puis que ça va être un super beau parcours spirituel. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est que pour moi, la spiritualité, c'est unique à chaque personne. Puis moi, c'était pas ça qui résonnait avec moi. Fait que de rembarquer sur ce chemin-là avec la méditation, puis le chemin de Compostelle, parce que j'ai commencé à méditer sur le chemin de Compostelle, ça m'a éveillée à cette partie-là de moi que je pensais que je n'avais pas. Je suis comme, j'ai une spiritualité. Puis, en fait, ça a été tout le vraiment monde a une spiritualité. exactement, avec, de le nier, c'est un peu comme d'essayer de fermer la boîte, puis à un moment donné, ben, ça se peut que ça se rouvre, puis j'étais très contente de voir que ça se rouvrait, mais j'avais peur de tout ça, tu sais, j'avais peur de rentrer dans une secte, j'avais beaucoup de choses à déprogrammer, à détricoter en dedans, avant de m'ouvrir à ce mot, en fait. Puis je Ben, pense que c'est souvent ça. Oui, ben c'est ça, c'est qu'en fait, tu sais, la spiritualité, oui, c'est là, mais le yoga, la méditation, la pleine conscience, c'est pas nécessairement spirituel. On n'est pas obligé d'entrer là-dedans. Puis moi, c'est vraiment ça que je vais essayer de défaire tranquillement en offrant des cours, c'est de dire, écoutez, c'est accessible à tous. C'est pour son bien-être, c'est pour prendre soin de soi, c'est pas nécessaire. T'es pas obligé de croire en Gaïa, en univers, en quoi que ce soit. Moi, j'y crois, mais c'est pas juste ça.
Puis la spiritualité, ben tout le monde en a une, c'est juste que c'est en quoi tu crois. Fait que ça peut être n'importe quoi, là, finalement, là. Tes croyances en tant que telles ne définissent pas si tu es spirituel ou non, en fait. Tu sais, je pense que c'est ça, c'est que le yoga, c'est spirituel, que tu fasses juste les mouvements tout en étant très conscient de ta respiration. Tu sais, si tu les fais moins en mode performance, plus en mode introspection, tu commences à rentrer dans le domaine du spirituel, veux pas, ou le domaine de l'introspection, de la santé. C'est tout très, très interconnecté. Puis c'est pour ça que, tu sais, on n'a pas besoin de définir les choses d'une telle ou telle façon, mais c'est un aspect de la vie. C'est un aspect de la vie Ben oui. qu'on peut tenter de nier ou qu'on peut être curieux. Puis je pense que ça, c'est une belle approche aussi. La curiosité, juste, qu'est-ce qui est là? Puis sans se mettre de pression de croire à ce que tel gourou dit ou ce que telle personne dit ou d'avoir telle ou telle croyance. Ça peut se construire avec le temps. Là, puis on peut être extrêmement scientifique et être extrêmement spirituel. Pour moi, maintenant, c'est plus une contradiction. Alors que dans ma tête avant, de tomber dans la spiritualité, c'était nier un esprit logique et un esprit scientifique. Pour moi, c'était comme une dichotomie, mais finalement, c'est pas un choix qui se contredit un ou l'autre. Alors, pour toi, la méditation, le yoga, c'est un point d'entrée pour toi dans ton propre parcours, puis je trouve ça très, très authentique de ta part de faire comme, OK, ben je vais aider les autres à rentrer sur ce parcours-là qui m'a beaucoup aidé dans mon chemin. Que tu me corriges si j'interprète mal, mais je trouve ça super beau, puis d'être comme, moi, j'aurais aimé ça l'avoir plus jeune, si je comprends bien, parce que tu veux l'enseigner aux enfants, les attraper avant Oui, qu'ils exact. C'est ça, mais en fait, c'est pas nécessairement tant le yoga ou la méditation, mais c'est beaucoup la pleine conscience. Parce que dans la pleine conscience, tu as le savoir-être, tu as le respect, la bienveillance, le discours intérieur, l'enfant intérieur, tu as plein de choses que c'est reconnecté à son enfant intérieur, c'est super important. J'ai perdu en cours de route le goût de vivre, le goût de tu sais, tout ce que la fierté que j'avais là, de danser, d'être toujours de bonne humeur, une boule d'énergie. Puis il y a des gens qui ont fait en sorte dans ma vie que finalement, ben, je me suis un peu beaucoup renfermée sur moi-même. Puis finalement, ben, la petite fille intérieure, elle s'est retrouvée à 25 ans. Là. Fait qu'il a fallu que la maladie arrive pour que je retrouve ma petite fille qui était perdue, puis me reconstruire. Je suis qui, moi? T'sais? Fait que pour moi, c'est la pleine conscience, c'est super important. Puis comme je dis, je vais le répéter comme toute ma vie, mais t'es pas obligé nécessairement d'être sur un chemin spirituel. C'est juste le moment présent. Le moment présent, qui veut pas vivre le moment présent? Qui veut toujours être dans le passé ou dans le futur? On veut tous être dans le moment présent, mais comment on fait ça? Fait que c'est vraiment d'amener ça parce que c'est toutes les choses qu'on devrait apprendre à l'école qu'on n'apprend pas. Puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ben, quand on n'est pas connecté à ça, qu'on soit spirituel, qu'on soit religieux, peu importe, mais si on n'est pas connecté à notre pleine conscience, ben comment ben en fait, c'est pas comment, mais c'est plus qu'on peut dévier sur la pente de la santé mentale. Puis ça aussi, ben tout le monde a une santé mentale, mais moi, c'est ça, dans le fond, j'étais plus connectée avec moi-même, puis ça a juste shut down. Là. Fait que c'est important d'avoir ces outils-là parce que on voit venir un peu ce qui s'en vient quand on les utilise, quand on apprend à s'observer, à se connaître. Je me connaissais, mais je pense que je me connaissais pas encore assez. Puis on n'apprenait pas ça, la santé mentale, puis prendre soin de soi, c'est comme un acte égoïste encore, c'est pas dernièrement, il y a un an, mais dernièrement, dans les dernières années, mettons, entre 2015 puis peut-être 2019, ben, à un moment donné, j'ai vu Chantal Lacroix puis Robert Savoie qui faisaient un défi, se choisir. J'ai décidé de participer. Puis d'habitude, quand il y avait des exercices dans un livre ou des ateliers sur Internet, je les faisais pas. Je répondais pas. Puis j'étais toujours dans l'esprit comme performance. Puis je savais pas quoi écrire parce que je voulais écrire ce qui s'attendait à ce que j'écrive. Et finalement, ils le verront jamais, là. Tu sais, ils vont pas me lire, là. Fait que j'ai pris Chantal Lacroix et Robert Savoie comme modèle. J'ai fait le défi se choisir. Puis quand j'en ai comme parlé sur Facebook, je l'ai nommé haut et fort. Puis il y a une personne très importante pour moi qui l'a vu, puis qui m'a complètement traité d'égoïste parce que j'avais pas d'affaire à me choisir. Puis au contraire, cette personne-là veut toujours se choisir et ne veut pas
dans le fond, cette personne-là est beaucoup dans l'égocentrisme avec moi, mais moi, j'avais pas le droit de me choisir. Fait que ça m'a vraiment marqué parce que, tu sais, je peux pas être entourée de gens qui comprennent pas que moi, j'ai le droit de vouloir être bien dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur, tu sais. C'est très important. Dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Puis ça en dit long sur les personnes qui critiquent plus que sur toi, en fait, quand on reçoit ce genre de commentaires-là. C'est comme Ah, c'est sûr que ça éveille toutes sortes d'émotions en nous, puis ça nous permet d'aller soigner ça, mais en réalité, la personne qui dit ça, ça en dit long sur elle. Puis tu as mentionné ça, tu sais, je peux pas être entourée de gens constamment comme ça, donc tu sais, c'est important. Puis tu sais, des fois, ça peut être notre famille, puis on veut pas couper les ponts, là. Tu sais, c'est pas nécessairement ça la solution, que des fois on dit, ah ben, laisse-le, ou tu sais, comme, on peut travailler sur nos relations, mais il faut mettre des limites. Il faut mettre des Ouais, limites qui ben, vont nous permettre d'avancer dans notre établissement puis de s'épanouir. Fait que des fois, c'est avec cette ça. personne-là, je peux jouer aux cartes, mais je ne peux pas avoir des conversations de développement personnel avec cette personne-là. Tu sais, où est-ce qu'on trace ces lignes-là Ouais. qui va être Ben, c'est ça. Mais tu sais, important? de mon côté, moi, j'ai travaillé la relation longtemps. Puis la relation ne s'améliorait pas. J'ai offert toutes les possibilités, j'ai fait tous les efforts. Puis à un moment donné, j'ai fait comme OK, ben ça va faire, je lâche prise. Puis tu sais, cette personne-là voyait pas ce que je faisais de positif pour moi à me rétablir. Puis à chaque fois, c'était ben tu prends pas ton médicament, tu es en psychose, là, ça marche pas, là, faut que tu sais. C'est tout le temps, tu sais, même par rapport à mon conjoint, tu sais, comme fallait qu'il appelle à l'hôpital pour dire que j'allais pas bien, mais c'est pas vrai, j'allais très bien. J'avais trop de projets, là, ça marchait plus, là, j'étais en psychose, mais c'est pas vrai parce que je suis quelqu'un qui aime les projets. Fait que c'était, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, puis à un moment donné, tu sais, moi, je percevais ça comme vraiment comme du harcèlement à un moment donné, là. C'était plus, même, tu sais, à la limite agressif, là. Puis, tu sais, je dis pas aux gens, c'est pas de dire aux gens, ah, coupez les ponts avec votre famille, mais moi, j'ai pas eu le choix de le faire parce que j'ai essayé avec des gens, des professionnels, là, de parler à cette personne-là, d'expliquer la maladie, d'expliquer les choses, puis ce que moi, je m'attendais, puis ça n'a pas donné le résultat que je voulais. Puis aujourd'hui, oui, j'ai de la peine parce que cette personne-là est très, très importante pour moi, mais il a fallu que je m'écoute puis que je dise non, c'est assez. Puis je serais pas là aujourd'hui avec toi, Tamara, si cette personne-là, je l'aurais écoutée. Mm. Parce que selon cette personne-là, mes rêves étaient irréalisables. Je rêvais trop en couleur. Ben, tu sais, on dirait que si t'en faisais un peu, c'était trop. Si t'en faisais pas assez, c'était pas assez. Tu sais, si t'en faisais moins, c'était pas assez. Des fois, le trop puis le pas assez, ils se chevauchent, là. T'en fais trop puis pas assez en même temps. À un moment donné, puis t'as l'air d'avoir essayé. Puis encore une fois, c'est ce que tu disais, tu sais, avec lâcher le parcours des études, tout ça, tu sais, c'est comme, ça revient à la même chose. C'est la ligne entre la persévérance et l'acharnement. Puis moi, j'en parle souvent parce que Oui. c'est ce que j'ai appris. La ligne entre la persévérance et l'acharnement, même chose dans les relations. Autant dans les chemins professionnels, dans les chemins de vie, que dans les relations. Fait que là, on parle, il y a sûrement certaines personnes avec qui tu as mis des limites plus soft, si on veut, des limites plus OK, ben avec cette personne-là, je me confierai pas, mais ça reste comme un oncle, une tante que j'aime voir, puis que mes enfants aiment, puis tout ça. Fait que c'est parfait pour les barbecues, puis tout ça. C'est comme, il y a des limites comme ça qu'on peut mettre, et que ce soit explicite avec la personne ou pas. Mais il y a aussi, à un moment donné, de ne pas s'acharner sur des relations qui ne font que nous tirer vers le bas, où on ne fait jamais rien de bon, où, ben là, c'est ça, c'est parce que des limites, c'est que si c'est là où on apprend est-ce qu'on se respecte ou pas, là. Si on n'est pas capable de mettre en force nos limites, si l'autre personne n'est pas capable de faire son chemin pour dire, moi, j'ai besoin de ça pour qu'on soit en contact, si l'autre personne n'est pas prête à le faire, ben, la limite est, ben, OK, on ne peut pas être en contact. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on se souhaite du mal, ça veut juste dire Non. on avance séparément dans la vie, puis voilà. Exact. Bravo. C'est ça que j'ai fait. J'ai écrit une lettre avec mes attentes, puis j'avais proposé une médiation, puis la personne n'a pas voulu. Fait que j'ai dit, c'est comme ça, ben nos chemins vont se séparer. Puis la personne, en ce moment, je suis sûre qu'elle pense que je l'aime pas, que je suis donc méchante, mais c'est tellement pas ça. Puis au contraire, je m'inquiète encore pour cette personne-là. Je sais qu'elle va pas bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai essayé, puis ça donne rien. Fait que moi, je me suis écoutée, puis je suis fière de l'avoir fait parce que sinon, je serais ultra malheureuse, puis mon rétablissement, il serait pas aussi bien non plus parce que c'est vraiment important que j'aie mis cette limite-là avec, pas juste cette personne-là, avec plein de gens.
c'est ça. Ça m'a aidé justement à avancer. Oui, puis se choisir dans le sens, faut que, si je veux être la mère que je veux être, si je veux être la conjointe que je veux être, si je veux être la personne que je veux être, ben, il faut que j'aie des limites avec les gens, il faut que je sois capable de dire non, il faut que j'ai un amour propre et un respect envers moi-même pour pas tolérer certains comportements aussi. Puis de pas tolérer, ben, ça veut dire d'être capable de faire ces grosses décisions-là. Fait que bravo pour ça, pour tout ton parcours aussi de rétablissement. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et d'adversité. La résilience est vraiment là tout le long du parcours. Si tu avais quelque chose à dire à Jennifer de 2015 ou avant, qui est en crise, sachant tout ce que tu sais aujourd'hui, avec le parcours que tu as vécu, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ben, en fait, quand j'ai fait ma formation pour le yoga méditation pleine conscience, on avait amené notre photo de notre petit enfant quand on était jeune. Puis c'est moi qui tiens la boîte de casse-tête de Peter Pan chez mon papa. Puis mon papa, ben juste pour mettre en contexte, il est décédé, j'avais 7 ans, fait que j'étais ultra jeune sur la photo, là. Euh, Puis sur cette photo-là, j'étais fière de montrer ma boîte de casse-tête. J'étais vraiment fière. Puis toute ma jeunesse, mon père, puis aussi la mère de mon amie d'enfance, qui m'a beaucoup gardée quand j'étais jeune, elle disait tout le temps, tu sais, c'est un peu drôle, mais elle m'appelait Fière Pète, tu sais. Et mon père, il m'appelait mon petit pète, fait qu'elle a dit tout le temps Fière Pète, tu sais. Fait que, c'était un petit peu gênant, mais bon, c'était ça quand même. Puis c'est vrai que j'étais fière quand que je faisais quelque chose, je le disais haut et fort, puis j'étais toujours fière de moi, contente quand je faisais de la danse, quand je ramenais un 100%. Tu sais, il y avait toujours ça qui m'animait, puis qui m'allumait aussi. Mais là, c'est que avec toutes les agressions que j'ai vécues, tout le harcèlement, l'intimidation, ça s'est comme perdu. Puis quand j'ai eu 25 ans, ben ça l'a réallumé ça tranquillement. C'est sûr qu'au début, c'était noir, 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 là. Mais à un moment donné, la lumière, elle a comme ressurgi, puis tout ce que je me suis dit, c'est wow. Je dirais à mon enfant intérieur, sois fier, puis crois en tes rêves parce que même si tu les réalises pas, c'est pas impossible. Puis c'est ça aussi qui m'a maintenu en rétablissement, c'est d'avoir toujours un objectif. Même si c'est un rêve qui a l'air fou, là, irréalisable, mais ça me donne le jus pour avancer. Fait que cette petite fille-là, ben, qui a arrêté d'être fière puis qui a arrêté de croire en elle, ben, par chance, elle est revenue à la vie, mais c'est sûr que j'aurais préféré qu'elle sache quand elle était plus petite puis qu'elle fonce dans la vie, tu sais, puis qu'elle se laisse pas abattre, mais c'est ça. C'est ce qui est arrivé. Oui, mais c'est comme tu décris quelque chose qui semble tellement ancré en toi, tellement profond, tellement là depuis que tu es né, que c'est un peu ton essence, tu sais. Je pense que si on peut se décrire des fois, ça peut être ça, tu sais, je rayonnais, ça 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 m'interpelle ce mot-là, l'essence de qui tu es, puis juste de revenir à ça, puis de pas perdre confiance en ça parce que au final, c'est qui je suis comme take it or leave it, mais voilà, tu sais, puis c'est une super belle qualité d'être fier de soi, puis d'être fier de ce qu'on a accompli, fier des autres, de qui on s'entoure. Tu sais, ça, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est contagieuse, puis qui nourrit beaucoup Oui. soi, et les relations aussi. Donc, Jennifer, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur n'importe où est-ce qu'on peut aller te trouver? On va mettre les liens aussi au bas de l'épisode dans la description. Mais Oui. Mais en fait, j'ai mon compte personnel, là. C'est sûr que je ne laisse pas rentrer tout le monde, là, mais c'est quand même mon nom, Jennifer Lapierre-Argent. La photo me ressemble, il me semble. Mais je suis ouverte à ce qu'on vienne m'écrire en privé si la personne a une bonne intention, parce que il y a souvent des personnes qui t'écrivent pour des niaiseries, là. Fait que pour une bonne intention, c'est correct. Sinon, ben, j'ai ma page professionnelle Facebook qui est le coffret des trésors de Jennifer. Puis on a la page Instagram aussi qui est le point coffret point des point trésor, je crois.
mais Tamara, je te l'écrirai comme il faut, là. Mais c'est ça, j'allais sur Instagram, ma page professionnelle aussi. J'ai un Instagram personnel, mais je l'alimente pas vraiment pour le moment, là. Fait que c'est pas mal ça. Parfait. Donc, on sait où aller te suivre pour rester au courant des développements, de tes projets aussi, de ta vision. Que moi, j'y crois, puis je pense que j'ai vraiment hâte de voir ça se concrétiser. Puis, avec la persévérance que tu as, j'ai aucun doute que ça va se concrétiser un pas à la fois. Puis, j'ai hâte de voir où tu t'enlignes avec tout ça. Je suis vraiment contente que ça soit croisé dans notre programme, vraiment. Avec la Moi aussi, vraiment contente. C'est partagé, parfait. Alors, merci beaucoup et merci de ta présence. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. Avec plaisir, avec plaisir. C'est toujours un honneur de recevoir les histoires de rétablissement, les histoires de vie. C'est toujours quelque chose à traiter avec énormément de respect, donc les histoires de vie des gens. Et ça a énormément de valeur. Tu sais, les coffrets de trésors, justement, on a ouvert un tout petit peu, juste la pointe de l'iceberg, mais quand même, on a pu voir un peu toutes les petites pépites d'or qui peuvent se retrouver dans le vécu de quelqu'un si on choisit de l'écouter puis d'appliquer ce qui est dit, les outils qu'il partage. Donc, dans ce cas-ci, beaucoup de pleine conscience, de méditation. Je pense que ça peut avoir une valeur incroyable dans la vie de quelqu'un qui va résonner avec ce que tu as dit aujourd'hui. D'où l'importance de nous donner like, de partager cet épisode-là aussi avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou avec juste votre réseau. On ne sait jamais qui ça va pouvoir aider. Et puis, j'aimerais remercier aussi Par Aidance Québec de rendre tout ça possible. Alors, prenez soin de vous tout le monde. Merci, à la prochaine. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté Histoire de Père, une série toute spéciale en partenariat entre Par Aidance Québec et le Light Up Podcast. Si tu as apprécié le contenu, tu veux nous aider à propager ces beaux messages-là en lien avec la santé mentale, laisse une évaluation 5 étoiles avec quelques mots et partage avec tes proches. Ça fait vraiment toute la différence. Prends soin de toi, on se revoit au prochain épisode.